Les obligations sont des actifs financiers à faible risque qui permettent de générer un revenu de vos investissements. Historiquement, les investisseurs les intègrent dans leur portefeuille afin de se diversifier et de réduire le risque systémique des marchés auxquels ils sont soumis en investissant dans les actions par exemple. Or, depuis que les taux d'intérêt se tombent plus bas, le rendement réel des obligations lorsqu'on tient compte de l'inflation est souvent négatif. Avec la perspective d'une remontée des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe, les investisseurs s'intéressent de nouveau aux obligations et se posent les questions suivantes. Est-ce le moment d'acheter des obligations ou faut-il plutôt attendre que les taux remontent? Comment faire pour investir intelligemment en obligations? Et enfin, à quel rendement peut-on s'attendre si on investit en obligations une fois que les taux ont augmenté? Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à ces questions en analysant les points suivants. Qu'est-ce qu'une obligation? Comment est fixé le prix d'une obligation? Quelle est la relation entre une obligation et la fluctuation des taux d'intérêt? Faut-il acheter des obligations en 2022? Et enfin, quelle est la stratégie d'investissement en obligations à suivre et quels sont les meilleurs fonds obligataires pour 2022? Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de points à aborder aujourd'hui, alors lançons-nous. Mais avant tout, laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo, n'oubliez pas de liker pour m'aider à battre l'algorithme et abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des futures publications. Une obligation, c'est un titre de créance qui est émis par un gouvernement ou par une entreprise. Dans cette vidéo, on va se focaliser principalement sur les obligations qui sont émises par les gouvernements, et notamment celles qui sont émises par le gouvernement américain, puisque ce sont celles qui sont le plus échangées dans le monde. Vous devez certainement savoir que la Chine et le Japon détiennent par exemple plus de 1000 milliards de dollars américains en obligations dans leurs réserves, ce qui veut dire que les obligations occupent une place centrale dans les marchés financiers mondiaux ainsi que dans le portefeuille de beaucoup d'investisseurs. Plutôt que d'augmenter les impôts, ce qui est souvent politiquement sensible, un gouvernement peut préférer de lever des capitaux en émettant des obligations. Une obligation représente une dette financière à court, moyen ou long terme qui est émise dans une devise donnée pour une durée définie qui donne droit au paiement d'un intérêt annuel qu'on appelle le coupon et qui donne droit également au remboursement du principal, c'est-à-dire de la somme investie, à la date de fin de l'obligation, qu'on appelle donc la date de maturité. Concrètement, cela signifie que si par exemple vous achetez une obligation de l'État américain qui a une valeur de 100 $, qui donne droit au coupon annuel d'1 $ et qui a une durée de 5 ans, cela veut dire que vous prêtez 100 $ au gouvernement américain pendant 5 ans. Chaque année, vous allez recevoir 1 $ d'intérêt, qu'on appelle le coupon, et ensuite à la date de maturité, c'est-à-dire à la fin de la 5e année, vous allez recevoir le remboursement de votre principal, donc des 100 $ que vous avez investi initialement. Le rendement total de votre investissement sera donc de 105 $, 100 $ que vous avez prêté au gouvernement américain, ça c'est votre principal, donc vous ne faites pas de gain dessus, mais vous faites un gain avec les coupons que vous avez touchés chaque année, donc les 1 $ multiplié par 5 années, ça donne 5 $ de gain. Vous avez investi 100 $, vous récupérez 105 $, donc vous avez réalisé un gain de 5%, un rendement total de 5% sur la durée du placement. En général, les obligations de courte durée payent des coupons qui sont plus faibles que les obligations de longue durée. Donc logiquement, une obligation à 5 ans aura un coupon annuel qui sera inférieur à une obligation de 30 ans. La raison est d'ailleurs logique, c'est-à-dire en prêtant votre argent au gouvernement américain pour une période plus longue, vous sacrifiez le fait de pouvoir aller investir ce même capital ailleurs et générer des gains qui seraient potentiellement plus élevés. La contrepartie de devoir bloquer cet argent avec le gouvernement américain pendant une durée plus longue donne donc le droit à une compensation supplémentaire pour avoir sacrifié ce capital et l'avoir prêté au gouvernement américain. Par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, le gouvernement américain, pour une obligation d'une durée de 2 ans, verse un coupon annuel de 88 centimes. Pour une obligation sur 30 ans, le gouvernement américain verse un coupon annuel de 2 $ et 25 centimes. La différence de 1 $ et 37 centimes entre ces deux obligations reflète le fait que les investisseurs souhaitent être compensés davantage pour avoir bloqué leur argent plus longtemps en achetant une obligation de 30 ans. Le gouvernement américain émet des obligations qui ont des durées différentes, qui vont par exemple de 3 mois jusqu'à 30 ans, et avec beaucoup de différentes durées entre ces deux extrêmes. Donc il existe des obligations qui ont des durées extrêmement courtes, des obligations qui ont des durées extrêmement longues. Certains gouvernements émettent même des obligations qui ont des durées de 50 ans. Vous remarquerez sur le tableau suivant que les obligations d'une durée de moins d'1 an ne payent pas de coupon. Alors comment faire pour réaliser un rendement sur ces obligations? En fait, le gouvernement va émettre ces obligations à un prix discount et va vous rembourser le prix total à la date de maturité. Par exemple, si vous avez une obligation d'une durée d'1 an qui a une valeur de 100 $, vous l'achèterez par exemple pour 99 $ et 50 centimes et à la date de maturité, donc à la fin de la première année, le gouvernement vous donnera 100 $ et les 50 centimes que vous allez toucher de différence entre le prix que vous avez acheté et le prix et le remboursement du principal correspondra à votre gain, en l'occurrence 50 centimes. Ces obligations d'une durée de moins d'1 an on les appelle collectivement le money market ou le marché monétaire. C'est un terme qu'on utilisera
assez fréquemment dans cette vidéo, donc il est bon à savoir que lorsqu'on parle de money market ou de marché monétaire, on fait référence aux bons du trésor, les obligations de court terme s'appellent des bons du trésor, à des bons du trésor américains d'une durée de moins d'1 an. Le gouvernement américain émet régulièrement des obligations en fonction de ses besoins qui sont pour financer des programmes sociaux ou pour financer des projets de développement à plus ou moins long terme. Les investisseurs peuvent acheter des obligations directement auprès du gouvernement américain via le système Treasury Direct. Cependant, la plupart des investisseurs qui achètent des obligations lors des émissions initiales sont souvent des banques et des grosses institutions financières. La plupart des investisseurs particuliers qui investissent dans les obligations achètent leurs obligations sur le marché secondaire, tout comme ils achètent des actions ou des parts d'ETF. C'est un titre qui peut s'échanger. Une fois qu'il est émis par le gouvernement américain, l'investisseur qui l'achète pour la première fois peut décider de revendre ce titre à un tiers qui ensuite peut décider de le conserver ou de le revendre. Du point de vue du gouvernement américain, cela ne change rien. Lorsque les titres s'échangent sur le marché secondaire, le gouvernement américain ne touche pas d'argent. Cependant, il doit simplement savoir qui détient l'obligation afin de savoir à qui verser le coupon qui sera versé, peu importe si le titre s'échange ou est conservé par l'investisseur qui l'a acheté lors de l'émission initiale. Avez-vous bien compris ce qu'est une obligation, ce qu'elle représente, ses caractéristiques? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je peux répondre à vos questions. Donc, vu que les obligations s'échangent sur le marché secondaire comme les actions, il est logique que leur prix fluctue en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'une obligation qui est émise initialement par le gouvernement américain pour 100 $ peut s'échanger pour plus ou pour moins que ce prix en fonction de divers facteurs, dont notamment l'offre et la demande et la fluctuation des taux d'intérêt. Comme tous les produits de ce monde, les obligations sont soumises à l'offre de la loi et de la demande. Plus il y a de demandes pour les obligations, plus leur prix va augmenter. Moins il y aura de demandes, plus leur prix va baisser. Cependant, il est important de se rappeler que le coupon d'une obligation est souvent fixe et ne change pas, c'est-à-dire peu importe la variation des prix de l'obligation, le coupon restera le même. Donc pour une obligation de 100 $ qui a été émise avec un coupon de 1 $, que l'obligation s'échange pour 95 $ ou pour 110 $, cela ne changera rien. L'investisseur qui détient l'obligation touchera tout de même un coupon de 1 $ annuel, peu importe le prix auquel il a acheté l'obligation. Si le rendement d'une obligation varie en fonction de la fluctuation des prix. Si une obligation d'une valeur de 100 $ avec un coupon de 1 $ s'échange pour 95 $ sur les marchés, le rendement de l'obligation va augmenter. Par contre, si le prix de l'obligation augmente, et le coupon reste toujours le même, le rendement de l'obligation va diminuer. Il suffit de diviser le coupon par le prix de l'obligation pour en obtenir le rendement. Une obligation de 1 $ divisée par un prix de 100 $, c'est donc une obligation qui a un rendement de 1%. Si vous divisez 1 par 95, vous allez voir que le rendement de l'obligation augmente. Et si vous divisez 1 par 110, vous verrez que le rendement de l'obligation baisse. Donc il est dans l'intérêt d'un investisseur d'acheter des obligations qui ont les plus gros coupons possibles et qui ont le prix de vente le plus faible possible. Cela est logique. Donc depuis mars 2020, la Réserve fédérale américaine achète pour 120 milliards de dollars d'obligations et d'autres titres de créances à long terme qui s'échangent sur les marchés secondaires afin de réduire l'offre disponible de ces produits et d'en faire grimper le prix afin de faire baisser le rendement de ces produits pour décourager les investisseurs d'y placer leur argent et inciter les acteurs économiques à investir dans l'économie afin de stimuler celle-ci et la relancer suite à tous les problèmes économiques qu'on a connus à cause de la pandémie actuelle. Si la Fed décide de réduire ses achats d'actifs, comme c'est prévu pour cette année 2022 et 2023, eh bien cela va réaugmenter la quantité d'obligations à long terme qui s'échangent sur les marchés secondaires et donc le prix de ceux-ci va baisser puisque l'offre va augmenter, donc le prix des obligations va rebaisser, ce qui va améliorer les rendements et encourager les investisseurs à investir en obligations, peut-être au détriment des marchés financiers qui seront perçus comme trop risqués par rapport au rendement sûr que vont procurer ces obligations à long terme. Pour en savoir plus sur la politique d'achat d'actifs de la Réserve fédérale, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai produite à ce sujet, que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Deuxième facteur qui influence le prix des obligations, ce sont les taux d'intérêt, et plus particulièrement la variation des taux d'intérêt. Vous savez peut-être que les coupons des obligations qui sont émises par le gouvernement américain dépendent fortement du taux directeur de la Banque centrale américaine qu'on appelle la Réserve fédérale. Le taux directeur de la Réserve fédérale influe le coût du crédit sur toute l'économie, du moins les coûts du crédit à court terme. Si le taux directeur de la Réserve fédérale est faible, cela signifie que le coût du crédit est faible et que les acteurs économiques qui souhaitent emprunter de l'argent peuvent emprunter à faible prix, ce qui les encourage à emprunter beaucoup.
Du point de vue du gouvernement américain, c'est une bonne nouvelle que les taux directeurs soient faibles. Cela veut dire qu'elle peut émettre de la dette pour vraiment pas cher. Du point de vue de l'investisseur, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque cela veut dire que l'argent que vous prêtez au gouvernement américain bénéficie de coupons, donc de taux d'intérêt, donc de rémunération très faible, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à prêter votre argent à quelqu'un qui vous paye un très faible prix en échange. Donc, à l'heure actuelle, les coupons qui sont proposés par les diverses obligations du gouvernement américain sont très faibles car les taux d'intérêt sont proches de zéro. Par conséquent, les investisseurs ne sont pas forcément emballés par la perspective d'acheter des obligations. Même Ray Dalio, l'investisseur légendaire qui a théorisé le All-Weather Portfolio, qui conseillait d'investir jusqu'à 40% de vos capitaux en obligations, a déclaré dans un article qu'il a publié en 2021 qu'il n'y a strictement aucun intérêt à acheter des titres de créances dénominés en dollars et qui sont émis par le gouvernement américain. Ray Dalio préfère, lui, les obligations, par exemple, qui sont émises par le gouvernement chinois, qui proposent de bien meilleurs rendements que les obligations américaines et qui ont généré des bien meilleurs rendements que celles-ci au cours des 10 dernières années. Et nous allons voir plus tard dans la vidéo un fonds qui permet d'investir dans les obligations chinoises. Nous allons maintenant aborder un concept extrêmement important et qui peut paraître contre-intuitif au début, mais que vous allez mieux comprendre une fois qu'on va expliquer ce phénomène. C'est-à-dire qu'il existe une relation inverse entre la variation des taux d'intérêt et le prix des obligations. Concrètement, si le taux d'intérêt augmente, le prix des obligations va baisser. Et si les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations va augmenter. Expliquons pourquoi. Comme vous le savez, une obligation a un coupon fixe et une date de maturité déterminée, c'est-à-dire que vous recevez un paiement d'un intérêt annuel qui est fixe et qui ne change pas pendant toute la durée de l'obligation, et l'obligation a une date de fin, date à laquelle vous allez recevoir le remboursement de votre principal. Et vous savez également, maintenant qu'on l'a expliqué, que les obligations s'échangent sur les marchés secondaires, que le prix des obligations fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Si vous détenez une obligation d'une valeur de 100 $, que vous avez acheté 100 $ et qui propose un coupon de 1 $ annuel, vous avez donc un rendement de 1%. Par contre, imaginez que les taux d'intérêt augmentent et que le gouvernement américain décide d'émettre de nouvelles obligations qui payent cette fois-ci un coupon de 2 $. Donc ces nouvelles obligations ont également un prix de vente de 100 $, mais elles ont un rendement de 2%, c'est-à-dire le rendement est le double de l'obligation que vous détenez. Pensez-vous que les investisseurs vont acheter votre obligation 100 $, sachant qu'ils pourraient investir les mêmes 100 $ et obtenir un rendement qui est le double du rendement que propose votre obligation ? Bien évidemment que non, les investisseurs vont préférer acheter les obligations qui viennent d'être émises par le gouvernement américain. Ils investissent 100 $ et ils obtiennent 2% de rendement. Cela veut donc dire que sur le marché secondaire, le prix de votre obligation va baisser afin que le rendement de votre obligation avoisine les 2% qui sont proposés par les nouvelles obligations qui viennent d'être émises. Cela veut dire que si vous décidez de vendre votre obligation, vous allez réaliser une moins-value parce que vous allez récupérer moins que les 100 $ que vous avez investis pour acheter cette obligation lors de l'émission initiale. Alors bien entendu, vous n'avez aucune obligation de vendre votre obligation, c'est un mauvais jeu de mots. Vous pouvez conserver votre obligation jusqu'à la date de maturité et obtenir le remboursement du principal. Au contraire, si les taux d'intérêt baissent et que le gouvernement américain émet de nouvelles obligations qui ne payent qu'un coupon de 50 centimes, comparé à votre obligation qui paye un coupon de 1 $, le prix de votre obligation va augmenter parce que votre obligation devient beaucoup plus attractive aux yeux des investisseurs. Ceux-ci seront prêts à payer un prix beaucoup plus cher pour obtenir un meilleur rendement que les obligations qui viennent d'être émises par le gouvernement américain. Dans ce cas-là, vous pourrez vendre votre obligation et réaliser une plus-value. Ensuite, il faut tenir compte d'un deuxième facteur très important lorsqu'il en vient au prix des obligations, c'est la durée de l'obligation. En règle générale, une obligation d'une courte durée est moins sensible aux variations des taux d'intérêt qu'une obligation à longue durée. Cela est d'ailleurs simple à comprendre. Une obligation qui a une durée courte signifie que la date de maturité est proche et que le remboursement du principal aura bientôt lieu. Donc il suffit d'attendre un très court moment et vous allez recevoir le remboursement de votre principal que vous allez pouvoir réinvestir dans des obligations qui payent des bien meilleurs coupons si les taux d'intérêt ont augmenté. Au contraire, si vous avez votre argent bloqué dans une obligation à long terme, vous allez devoir attendre plusieurs années pour récupérer votre principal et le réinvestir et vous n'avez d'ailleurs aucune visibilité sur quels seront les taux d'intérêt à ce moment-là. Donc dans un contexte où on anticipe une augmentation des taux d'intérêt, il est préférable d'être investi dans des obligations qui sont de courte durée, car cela nous permet de réinvestir le principal qu'on obtient une fois qu'il est remboursé à la date de maturité, afin d'acheter des obligations qui ont des taux d'intérêt, on l'espère, plus élevés. Avez-vous bien compris la relation entre les taux d'intérêt et les obligations? Dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas bien compris ce concept afin que je puisse l'éclaircir. Maintenant que nous avons déblayé le terrain pour expliquer un peu comment fonctionnent les obligations, il est temps de passer
à la question fondamentale de cette vidéo qui est comment faut-il appréhender l'augmentation attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Faut-il investir en obligations tout de suite ou faut-il attendre? En période d'incertitude autour des taux, donc comme on vient de l'expliquer, il est préférable d'investir dans des obligations qui sont de courte durée car cela nous permet de réinvestir rapidement le principal si les conditions économiques changent. Dans un contexte de taux stable, au contraire, on peut investir notre argent dans des obligations de longue durée car on n'anticipe pas de variations importantes des taux d'intérêt. En clair, il ne faut certainement pas acheter d'obligations de longue durée avant que les taux d'intérêt aient augmenté. Cela n'a aucun sens puisque vous allez acheter des obligations qui ont des coupons qui seront plus faibles par rapport aux nouvelles obligations qui seront émises dans un futur proche et le prix de votre obligation risque également de baisser. Vous serez donc pénalisé sur deux fronts. Il ne faut donc surtout pas acheter d'obligations à long terme dans le contexte actuel. La meilleure stratégie consiste donc à investir dans des obligations à court terme afin de pouvoir réinvestir le capital dans des obligations qui proposent des meilleurs coupons une fois que les taux d'intérêt ont augmenté. Cela peut se faire par le biais de fonds qui sont gérés de manière active ou alors par des ETF qui répliquent la performance d'un indice. Peu importe votre préférence, je vais présenter des fonds obligataires, différents fonds obligataires qui permettent de réaliser cette stratégie. Alors, je vais présenter trois stratégies différentes qui permettent d'investir en obligations en 2022. Malheureusement, il n'existe aucun fonds obligataire potable qui investit dans les obligations américaines, européennes ou mondiales qui est éligible au PEA et qui a généré des performances satisfaisantes. Malheureusement, tous les fonds que je vais présenter ici sont uniquement éligibles au compte titre ordinaire. La première stratégie consiste à investir dans des fonds obligataires de courte durée. Un fonds intéressant que j'ai identifié s'appelle le Lazard Money Market USD. C'est donc un fonds qui est géré de manière active et qui investit dans des produits du marché monétaire américain, c'est-à-dire des bons du trésor émis par le gouvernement américain. Ce fonds a des frais assez élevés qui sont de 2% à l'entrée et de 2% à la sortie. Donc pour quelqu'un qui souhaite détenir ce fonds pendant un petit moment, c'est peut-être pas forcément une si mauvaise idée, surtout lorsqu'on constate que les rendements sont absolument exceptionnels pour un fonds du marché monétaire. Ce fonds a généré un rendement de 9% sur un an, ce qui est exceptionnel, et vu le contexte annuel d'augmentation des taux, il est possible que le gérant du fonds arrive à répliquer ses performances dans les 2 ou les 3 prochaines années à venir. Le deuxième fonds, c'est un fonds Amundi qui investit dans des obligations qui sont émises par divers départements du gouvernement américain. Ce sont des obligations qui bénéficient d'une excellente note de crédit et qui ont très peu de risque de faire défaut. Avec des frais courants de 1,3%, ce sont des frais qui sont donc assez élevés, mais on remarque que les rendements sont quand même très forts sur ce fonds. Il a généré un rendement de 6% sur un an et de 56% sur 10 ans, ce qui pour un fonds obligataire est fort honnête. Et encore une fois, on parle des rendements qui sont nets de frais, donc c'est quand même un placement très intéressant pour les gens qui sont intéressés par les obligations de l'État américain. Troisième fonds qui permet d'investir dans des obligations de courte durée, c'est un ETF, donc ce n'est plus un fonds actif, c'est un ETF qui réplique la performance d'un indice et le portefeuille est constitué d'obligations américaines qui sont comprises entre 1 an et 3 ans. C'est un ETF iShares qui investit donc dans des obligations américaines de courte et moyenne durée. Cette durée est parfaite pour le contexte actuel puisque ce portefeuille est composé d'obligations qui arrivent régulièrement à maturité et qui peuvent être réinvesties dans d'autres obligations qui auront des coupons plus élevés une fois que les taux d'intérêt vont augmenter. Et l'ETF se porte très bien, il a des frais de gestion de seulement 0,3%, ce qui est extrêmement faible, et il a généré un rendement de 7% sur un an, ce qui est très élevé. Et donc c'est un ETF qui aura peut-être des bonnes performances dans les 2 ou les 3 prochaines années à venir dans le contexte d'augmentation des taux d'intérêt. Deuxième stratégie pour investir en obligations en 2022, c'est d'investir dans des obligations qui sont indexées sur l'inflation. Je n'ai pas parlé de ce genre d'obligations dans la vidéo, j'ai parlé principalement des obligations classiques, donc qui ont une date de maturité fixe et un coupon fixe. Cependant, il existe des obligations qui sont indexées sur le taux officiel d'inflation que constate le gouvernement qui a émis ces obligations dans une année donnée. Premier fonds, c'est le iShares Euro Inflation Linked Bond ETF. C'est un fonds indiciel qui investit dans des obligations indexées sur l'inflation qui sont émises par divers pays de l'espace européen. Comme vous pouvez l'imaginer, cet ETF a généré d'excellents rendements cette année, vu l'inflation galopante. Il a généré un rendement de 5% en 2021, ce qui est très bon pour un fonds obligataire. Et vu les prévisions d'inflation dans la zone euro en 2022-2023, on peut s'attendre à de bonnes performances encore pour au moins les 2 prochaines années à venir. Le deuxième ETF qui permet d'investir dans des obligations indexées sur l'inflation, c'est l'ETF Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond, qui investit dans des obligations françaises, allemandes, espagnoles et italiennes qui sont également indexées sur l'inflation.
Cet ETF a généré un rendement de 5,5% en un an, ce qui est également très bon. Et vu les perspectives d'inflation, comme on vient de le dire, cet ETF pourrait très bien se porter pendant les 2 années à venir. Et enfin, le troisième fonds, c'est le iShares S-Tips UCITS ETF. C'est un ETF qui est constitué d'obligations indexées sur l'inflation qui sont émises par le gouvernement américain. Avec des frais de gestion de seulement 0,1%, cet ETF a généré un rendement de presque 11% en 2021, ce qui est absolument énorme. Et vu l'inflation, encore une fois, qui est très importante aux États-Unis, il se peut que cet ETF se comporte très bien l'année prochaine, enfin pendant le reste de cette année et l'année prochaine également, au vu du contexte annuel de très forte inflation. Et enfin, la troisième stratégie pour investir en obligations en 2022, c'est d'investir dans des obligations des pays émergents. Alors, lorsqu'on investit dans des obligations des pays émergents, notre profil de risque augmente sensiblement et on n'a plus tellement affaire à des obligations qui ont zéro risque de défaut, comme c'est le cas pour les obligations américaines et européenne, et notre profil de risque augmente donc sensiblement. Cela dit, le risque de ces obligations est parfois exagéré, et beaucoup de ces fonds, donc des fonds qui investissent dans les obligations d'États émergents, ont généré d'excellents rendements à long terme, ce qui a tendance à suggérer que ces fonds sont moins risqués qu'on ne le pense. Le premier fonds dont je souhaite parler, c'est un ETF, c'est le iShares China Bond ETF, c'est donc un fonds qui investit dans des obligations qui sont émises par différents départements du gouvernement chinois. Avec des frais de gestion de seulement 0,35% et des rendements de 16% sur un an, c'est l'un des meilleurs fonds obligataires que vous pouvez acheter et qui est certainement disponible sur le marché aujourd'hui. C'est très très rare de trouver des fonds obligataires qui génèrent 16% de rendement annuel. C'est pas dit que ces rendements vont se poursuivre à l'avenir, mais néanmoins c'est quand même un rendement exceptionnel pour un fonds obligataire et on comprend mieux pourquoi Ray Dalio investit son argent dans des obligations chinoises plutôt que dans des obligations du gouvernement américain. Et il faut également rappeler que le taux d'investisseurs étrangers qui détiennent des obligations chinoises est encore extrêmement faible, il me semble que c'est moins de 5%, ce qui veut dire que c'est un marché qui va être en énorme croissance au cours des années à venir. De plus en plus d'investisseurs vont se tourner vers les obligations chinoises, et vu la situation économique et financière du gouvernement chinois, ce sont des placements qui sont quand même relativement sûrs, pas forcément comparables aux obligations du gouvernement américain, mais ce sont quand même des titres très solides qu'on peut investir sans avoir de grandes craintes de ne pas avoir le remboursement de son principal à la date de maturité. Et enfin, le dernier ETF dont je souhaite parler, c'est le iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF. C'est un ETF qui investit dans des obligations qui sont émises par des pays émergents. Dans le portefeuille de cet ETF, on retrouve des obligations qui sont émises par l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Mexique, l'Indonésie, le Pérou ou encore la Hongrie. Bien que cet ETF ait un rendement négatif depuis le début de l'année, les performances à long terme sont absolument exceptionnelles puisque cet ETF a généré un rendement total de 130% sur 10 ans, ce qui est rare ici mais presque du jamais vu pour un fonds obligataire. Peut-être que le fonds chinois que j'ai cité auparavant avoisinera ce genre de performance à l'avenir, mais pour l'instant, c'est peut-être le seul fonds obligataire que j'ai trouvé qui a généré de telles performances et il vaut sérieusement s'y intéresser si vous souhaitez être exposé aux obligations internationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour m'aider à battre l'algorithme YouTube et pour soutenir la chaîne et également pour être notifié des futures publications. Dites-moi ce que vous pensez dans les vidéos de cette stratégie d'investissement en obligations pour 2022-2023. Faut-il investir en obligations? Pensez-vous que les obligations génèrent des bons rendements et que l'augmentation des taux d'intérêt va redonner de l'attrait aux obligations? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.